Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'outil que j'ai décidé d'explorer pour le cours Performa. Donc l'outil s'appelle Mentimeter. Mentimeter fait partie de la grande famille d'outils numériques qui s'appelle les systèmes de réponse en classe. J'ai vu beaucoup le terme clickers quand j'ai fait des recherches sur ces types de technologies-là. Donc un clicker, c'est un outil qui permet de présenter sur une plateforme différentes questions qu'on projette en avant de la classe. Et ensuite, les étudiants peuvent se connecter via leur propre téléphone ou leur propre ordinateur portable et répondre de leur appareil aux questions qui sont proposées en temps réel. À la fin, lorsque les réponses seront compilées, eh bien souvent on présente un visuel, un sommatif des différentes questions qui ont été répondues. Et cette visualisation-là dépend en fait du type de questions qu'on pose. Donc ça peut être par exemple un nuage de mots, ça peut être un graphique en barre, un graphique en pointe de tarte, etc., etc. Donc, dans la famille des clickers, on retrouve les plus populaires. Il y a Mentimeter, il y a également WooClap, qui m'a été recommandé par Marie-André, notre enseignante. Et il y a également Kahoot, qui est très, très populaire. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le prototype que j'ai créé pour cette capsule. On se retrouve à l'instant. Donc, nous voici dans mon prototype. Comme on voit, j'ai un super setup dans lequel j'ai le projecteur, en fait, ce qui serait visible sur le projecteur, donc l'écran avec le gros code QR, et j'ai devant moi le téléphone d'un étudiant. Donc, chaque étudiant aura son téléphone ou son ordinateur personnel dans lequel on va voir les questions qui lui seront posées, puis il va avoir un champ réponse disponible directement sur leur appareil numérique. Donc, lorsque tout le monde se sont connectés sur le Mentimeter, on commence avec des questions comme par exemple si tu avais à résumer les contenus du dernier cours en un seul mot. Donc là, on a accès à un nuage de mots, c'est-à-dire qu'un étudiant pourrait dire ah, moi, j'ai trouvé ça difficile. Il peut rentrer cette réponse-là, puis on va le voir dans l'écran. D'autres pourraient dire ah, moi, c'est facile. Voilà, puis tu peux donc avoir un nuage qui s'affiche dans lequel on a une vue d'ensemble des différentes réponses des étudiants face à cette question-là. Ce type de visualisation-là en nuage de mots, c'est génial pour avoir une réaction d'ordre affectif. C'est-à-dire, on a un avis sur quelque chose qui s'est passé dans le cours ou sur directement les contenus de cours qui ont été présentés. On a accès à d'autres visualisations qui vont faire appel à d'autres objectifs sur la question qu'on pose. Par exemple, ici, on a un système de choix multiples avec questions-réponses dans laquelle soit tu as la bonne réponse, soit tu n'as pas la bonne réponse. Donc vraiment dans une optique behavioriste, là, un peu comme on pourrait voir dans un Kahoot. Ici, on a que fait ce code. À gauche, on a une image intégrée qui correspond à un code de programmation qui permet de faire une certaine tâche de programmation. Donc, mettons que la bonne réponse, c'est la troisième. On rédige. Et on est capable donc d'avoir un graphique en barre qui permet de visualiser l'ensemble des réponses de la classe. Ici, on voit un autre type de question posée qui est plus d'ordre de l'auto-évaluation. Donc, est-ce on se considère à l'aise avec les contenus de cours ou est-ce qu'on se sent vraiment pas bon? Donc, supposons que l'étudiant il a beaucoup de difficultés. Il dit à l'aide le prof, j'ai vraiment besoin d'aide, je vais capoter. Donc, on peut rentrer cette information-là, puis on va avoir donc encore une fois une vue d'ensemble du niveau d'aisance des étudiants par rapport à certains contenus. Quelles sont les bonnes pratiques de la programmation? Là, on a accès à un autre type de questionnement. C'est là qu'on voit vraiment la puissance de Mentimeter de par la grande variété de visualisations disponibles puis du type de questions qui sont posées. Ça nous permet d'attaquer une grande variété de situations d'apprentissage puis de s'intégrer dans beaucoup, beaucoup d'activités d'apprentissage différentes. Donc, quelles sont les bonnes pratiques à la programmation? Là, c'est des questions à court développement. Donc, par exemple, quelles sont les bonnes pratiques? Ça pourrait être bien nommer ces variables. On entre, et là,
chaque fois qu'un étudiant rentre une nouvelle réponse à cette question, ben on le voit s'afficher sur le projecteur. On peut faire des rankings du plus facile au plus difficile. Donc, supposons que 1 c'est facile, puis 4 c'est difficile. Donc, par exemple, appliquer un concept de design web, bon, c'est relativement facile. Contrôler la résolution des écrans, c'est un petit peu plus difficile. Gérer les événements des utilisateurs, tu es un pro là-dedans, tu vas mettre ça à 1 comme le plus facile. Puis finalement, programmer les fonctionnalités statiques, ça, tu as aussi relativement de la facilité. Et là, évidemment, ce graphique-là va se nuancer dépendamment des résultats de l'ensemble de la classe. Ici, on a l'idée d'une question-réponse. Ici, on laisse quelques minutes aux étudiants qui ont des questions de pouvoir les entrer sur le Mentimeter. Donc, par exemple, moi, je dis, est-ce qu'on pourrait revenir sur les événements? Est-ce qu'on peut revenir sur les événements web, par exemple? Donc là, on voit sur le projecteur apparaître la question d'un étudiant de façon tout à fait anonyme. Et tous les étudiants peuvent avoir une liste des questions qui seront posées sur leur téléphone cellulaire. Et pour les questions qu'ils jugent pertinentes, il peut décider de mettre un pouce à cette réponse-là. Donc ça aussi, un outil génial qu'on peut placer généralement à la fin d'un Mentimeter pour clore l'activité d'apprentissage. Et ici, je vous propose une dernière question. Pourquoi ce code ne fonctionne pas? Donc là, on suppose qu'il y a plusieurs réponses possibles à cette question-là. Je veux juste vous présenter ce dernier cas pour proposer une recommandation par rapport à Mentimeter. Puis d'ailleurs, ça peut se généraliser pour d'autres outils d'apprentissage. Il faut se rappeler que les outils d'aide à l'apprentissage, ben, dans le nom, ça le dit, ce sont des outils. C'est-à-dire que l'outil doit se conformer à tes objectifs d'apprentissage, puis sur l'approche pédagogique que tu as décidé d'appréhender. Par exemple, je pourrais décider de poser cette question-là dans une approche plus socio-constructiviste, de dire, OK, pour cette question-là, mettez-vous en équipe avec votre voisin, réfléchissez à la question, faites un brainstorm d'une série de raisons de pourquoi ce code ne fonctionnerait pas. Puis une fois que vous avez fini votre brainstorm en équipe, ben, proposez votre solution d'équipe sur le Mentimeter. Donc là, on passe vraiment d'un mode d'apprentissage très individuel, chacun sur son téléphone, vers une approche un petit peu plus collective. C'est juste pour expliquer que cet outil-là, vraiment, c'est toi le chef d'orchestre en tant qu'enseignant, donc c'est toi qui peux décider comment tu vas utiliser l'outil, puis comment est-ce que ça va se relier avec ton approche pédagogique puis tes objectifs d'apprentissage. Donc, on a fait le tour des différentes questions. Maintenant, on passe sur la deuxième partie du prototype, soit la présentation de l'éditeur de slides. Donc, nous voici sur la page principale de Mentimeter dans laquelle on a un bouton New Menti qui permet de faire un nouveau projet Mentimeter. Vous allez constater immédiatement la simplicité d'apprentissage qui est cet outil-là. Quand on veut créer une nouvelle diapositive, on peut cliquer sur New Slide. Juste avant ça, je vous fais remarquer qu'il y a un outil pour générer, avec une IA générative, différentes diapositives. Donc ça, c'est un outil que je dois avouer, je n'ai pas encore exploré. Ce serait quelque chose que je pourrais explorer pour augmenter ma productivité de création de ces différents Mentimeters-là. Bref, je fais un nouveau slide et là, je vois une pluralité de types d'interactions. Puis c'est vraiment cool parce que tu as accès à une visualisation de à quoi ça va ressembler cette visualisation-là en temps réel, juste en mettant ma souris par-dessus celle-ci. Je peux mettre un nuage de mots, par exemple, dans ma diapositive. Et ici, je peux insérer ma question. Qu'est-ce qu'un événement web, par exemple? Les réponses sont sous la forme de mots-clés d'un nuage de mots. On a accès à la capacité de créer une image comme je l'avais fait dans mon prototype. Et finalement, des visualisations de couleurs ici. Lorsque j'ai fini ma première slide, je peux passer à la deuxième, proposer par exemple un choix multiple avec d'autres questions. Puis faire ça pour toutes les autres slides. On voit que c'est assez intuitif comme plateforme. Et à la toute fin, on s'assure qu'il y ait l'instruction
qui soit présenté à la première slide dans laquelle on a le code QR, puis le site web avec le code pour ceux qui veulent rentrer manuellement sur la présentation. Maintenant, on approche de la fin. J'aimerais conclure avec les avantages puis les inconvénients que j'ai répertoriés par rapport à l'outil. Les avantages, c'est vraiment par rapport à la polyvalence de l'outil. Le fait qu'il y ait autant de visualisations disponibles permet de poser une pluralité de formats de questions. Puis tu peux vraiment aller chercher des formats de questions plus d'ordre behavioriste, comme par exemple juste un choix à question-réponse, ou tu peux vraiment poser des questions d'ordre plus affectif, comme par exemple comment te sens-tu par rapport au cours. Tu peux poser des questions d'ordre métacognitif. Bref, la pluralité des formats de visualisation te permet vraiment de poser l'outil dans un vaste étendue de situations d'apprentissage. Donc, par exemple, je pourrais utiliser cet outil-là comme je l'ai présenté dans le prototype pour faire un retour sur un ancien cours, mais tu pourrais aussi utiliser cet outil-là d'un point de vue plus affectif, comme par exemple, avant un examen, tu peux poser des questions du genre comment tu te prépares pour l'examen, est-ce que tu es stressé par rapport à cette évaluation-là, etc., etc., puis avoir des réponses honnêtes, anonymes par rapport à ces questions-là. Je pourrais aussi l'utiliser, par exemple, pour une activité brise-glace au premier cours d'une session, pour poser des questions sur les intérêts de mes étudiants, sur les appréhensions qu'ils ont par rapport à mon cours. Un autre gros avantage, c'est le fait que les questions soient anonymes. Et ça permet vraiment de réduire la barrière psychologique qu'il y a avec l'idée de se sentir vulnérable à proposer des solutions en ayant derrière la tête qu'on peut se tromper. Souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur de se tromper devant les autres face à un public. Donc, le fait que tout ça soit anonyme, ben, ça peut encourager des gens qui sont gênés de nature à participer activement au cours. Cela dit, j'arrive avec les inconvénients. Cet anonymat-là des réponses, ça a aussi ses effets néfastes qui peuvent arriver. Comme par exemple, un étudiant qui peut se sentir bien drôle de répondre des niaiseries. Et il y a en fait un manque de responsabilisation derrière cette idée-là d'écrire n'importe quoi comme réponse, simplement par le fait qu'il soit protégé par l'anonymat. Okay. Ça peut causer des problèmes au niveau de la modération des réponses proposées sur les contenus de cours. C'est quelque chose à prendre en compte quand on veut instaurer Mentimeter dans ses pratiques d'apprentissage. Un autre gros défaut de Mentimeter est en rapport à son modèle financier. Le modèle gratuit permet de faire certains modèles Mentimeter, mais ne permet pas d'ailleurs de faire toutes les slides. Certains qui sont précisés sous la forme d'un icône d'étoile sont réservés à l'abonnement premium. Un autre gros défaut, qui selon moi sera le grand bloquant, qui va faire en sorte que je n'utiliserai probablement pas Mentimeter à l'avenir, c'est le fait que dans la version gratuite, on est limité à 50 participations par mois au total. C'est-à-dire que si je crée un Mentimeter que j'utilise dans mon cours de développement web pour 25 étudiants, puis qu'ensuite j'utilise un autre Mentimeter à un autre moment de ma semaine pour mes étudiants de base de données, puis qu'eux autres aussi sont à 25 étudiants, ben j'ai déjà atteint ma limite de 50 étudiants totaux, peu importe le Mentimeter utilisé. Ça fait en sorte que si je veux réutiliser l'outil, ben j'ai pas le choix d'attendre au début du prochain mois pour réinitialiser le compteur de participants à 0. Donc ça, c'est beaucoup trop contraignant pour une utilisation régulière lorsque tu as la version gratuite. Et malheureusement, j'ai demandé à ma conseillère pédagogique, puis le Cégep m'a refusé la version premium de cet outil-là. Donc ça, je recommanderais, si jamais c'est un outil que vous voulez incorporer dans vos pratiques d'enseignement, de vous assurer que votre Cégep vous finance la version premium avant de tester l'outil. Selon moi, la version premium, juste pour cette limite d'utilisant-là, ça devient un prérequis pour pouvoir utiliser l'outil de façon régulière. Donc, en conclusion, je trouve que l'outil Mentimeter, il y a un potentiel énorme, puis que si vous avez la version premium, honnêtement, je crois que c'est un outil qui pourrait s'intégrer à n'importe quelle pratique enseignante, peu importe la discipline. Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée.